De l'Elseneur par Jack London. Chapitre 24. Je n'ai pas à me le dissimuler. Je m'attache à Miss West chaque jour davantage. Est-ce son attirance personnelle qui agit sur moi, ou bien l'isolement où je me trouve me fait-il découvrir en elle des charmes exceptionnels auxquels, sur terre, je n'aurais pas prêté la moindre attention. Toujours est-il qu'elle me paraît une femme désirable, que sa pensée m'obsède. Je me cache souvent comme un gamin, derrière une porte de cabine, afin de la voir passer sans qu'elle sache que je suis là. 100 fois dans la journée, je redis les vers charmants de Richard Le Gallienne. Si le sort m'avait créée femme, depuis le matin jusqu'au soir, me regardant dans mon miroir, je répéterais, doux dictame, je suis femme, et je chanterais, blonde déité, ma beauté. Dans ma vie, j'avais jusqu'à présent une piètre opinion des femmes. Beaucoup d'entre elles, beaucoup trop, m'avaient couru après, amoureuses de moi, ou de mes dollars. Mais cette fois, je suis pris, et bien pris. On m'avait prédit que j'y passerais un jour, comme tout le monde. Je ne voulais pas le croire, et somme toute, puisque c'est fait, je n'en suis pas fâchée. Longtemps, c'est entendu, nous n'avons été, l'un vis-à-vis de l'autre, au cours de ce voyage, que deux camarades pareillement dépourvus de sexe. En ce qui me concerne, du moins, ce temps est fini. Celle que j'ai jusqu'ici appelée Miss West, je l'appellerai désormais Marguerite, quand je parlerai d'elle. Marguerite. Quel joli nom. Un nom léger, semblable à une aile d'oiseau qui prend son vol sur les flots. Un nom léger et ensorceleur. Marguerite, donc, est âgée de 24 ans. Comment je l'ai su? C'est bien simple. J'ai demandé à M. Pike la date de la collision du Dixie avec le bac à vapeur de San Francisco. L'accident s'est produit en 1901. Marguerite avait alors 12 ans. Or, nous sommes en 1913. Le calcul est facile. Elle a 24 ans. C'est parfait. Et l'arithmétique est une invention admirable. Tous les jours, je me félicite de la décision qui m'a fait entreprendre ce voyage. On ne peut pas dire qu'il soit monotone. Comment se terminera-t-il avec l'équipe de fous et de bandits que porte le navire? Ça, c'est tout le problème. Bonne ou mauvaise, toute supposition est permise. Pour l'instant, l'Elseneur continue à avancer, contre vent et marée, vers le sud et les tempêtes du Cap Horn. C'est tout un drame flottant qui l'entraîne avec lui. Un drame déjà ponctué de taches de sang. Quant à moi, je plane fièrement, avec les maîtres du bord, au-dessus des misères et des basses souffrances dont je suis quotidiennement le témoin. Elles ne m'atteignent pas. Et si je veux me reposer la vue de ce spectacle, n'ai-je pas près de moi Marguerite? Mais reprenons notre récit. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin. 10 jours se sont écoulés depuis le coup du Pampero. Dès que le temps l'a permis, le capitaine West est revenu se mettre sous le vent et nous avons regagné le chemin perdu. Avec des alternatives de brume et de pluie, d'accalmie et de tempête, nous avons continué notre route et nous nous trouvons à peu près à la hauteur des îles Falkland. La côte de l'Argentine s'écrase à l'ouest derrière l'horizon et ce matin, nous avons franchi le 50e degré de latitude sud. C'est ici que pour les marins commence à proprement parler le passage du Cap Horn. Il se termine, dans le Pacifique, à la même latitude. Le temps est beau, et pour l'instant, l'Elseneur se laisse glisser sous une brise favorable. De jour en jour, le froid augmente. À l'intérieur du bateau, le poêle du grand salon ronfle, chauffé à blanc, et les portes de communication sont ouvertes afin que la chaleur se répande, douce et confortable, par tout l'arrière. Mais au dehors, l'air est mordant. Marguerite et moi nous portons des moufles lorsque nous nous promenons sur la dunette ou quand nous nous aventurons sur la fameuse passerelle qui a été réparée par des moyens de fortune et remise en place. Nous rendons ainsi visite au poulailler, rafistolé par le charpentier. Ces pauvres bêtes sont dans un état pitoyable, car elles sont en pleine mue. Alors que nous approchons du plein hiver du Cap Horn et qu'elles auraient besoin, pour leur tenir chaud, de toutes leurs plumes. Cela sous prétexte que c'est l'été dans les pays d'où elles viennent.
La loi des saisons est ici renversée, mais elle fonctionne quand même pour les malheureux volatiles. Hier, des préparatifs sérieux et peu rassurants ont été faits en vue du passage du Horn. Non seulement les manœuvres de toutes les vergues, hautes et basses, et de tous les mâts ont été vérifiées, et leur fonctionnement simplifié autant que faire se peut, mais des cordes de secours ont été tendues à hauteur d'épaule, d'un bout à l'autre du pont, afin que les hommes, renversés par les vagues et menacés d'être emportés, aient la possibilité de s'y accrocher. En outre, les deux portes de fer qui, à bâbord et à tribord, donnent directement accès des cabines de l'arrière au pont principal, ont été barricadées et calfatées. Elles ne s'ouvriront plus que quand nous serons dans le Pacifique, cinglant vers le nord. Tandis que nous nous préparons ainsi à livrer bataille au Cap Dur, c'est le sobriquet que les marins donnent au Cap Horn, un des lieux du globe les plus redoutés à cause de ces tempêtes, notre situation à bord s'assombrit. Ce matin, Petro Marinkovic, un des hommes de la bordée de M. Meller, a été trouvé mort sur le panneau numéro 1. Il avait reçu plusieurs coups de couteau, un notamment, qui lui avait tranché la gorge. Mais qui, parmi les hommes de l'équipage, a fait le coup? Un seul ou plusieurs? Il n'y a même pas à tenter d'éclaircir l'affaire. Vers midi, le corps a été lancé par-dessus bord, lesté, bien entendu, d'un sac de charbon. Ce n'est plus là, déjà, qu'un fait divers du passé. Mais les esprits sont incontestablement tendus. Chacun attend je ne sais quoi. Au cours de la journée, j'ai dirigé mes pas vers l'avant, et pour la première fois, j'ai senti une sourde hostilité se manifester à mon égard. Malgré ma qualité de simple passager, j'appartiens à la caste des oppresseurs qui règnent à l'arrière. Je n'ai, bien entendu, à me plaindre de rien. Personne ne m'a adressé la parole, mais la haine était visible dans les regards qui m'étaient lancés, comme elle se devinait dans ceux qui, volontairement, se détournaient de moi. Seuls Mulligan Jacobs et Charles Davis ont été plus explicites. « Bon débarras !» m'a grogné sous le nez Mulligan Jacobs. « Ce salaud de Petro Marinkovic est bien là où il est. Il s'est laissé saigner comme un porc, il ne méritait pas plus. Enfin, pour lui, les ennuis, c'est fini. Il y en a d'autres à bord qui doivent envier son sort. On n'a pas fini d'en baver. »« Que veux-tu dire par là ?» demandai-je. « Tout ce que vous voulez, » me répondit avec un hideux sourire Mulligan Jacobs, le bossu. Quant à Charles Davis, comme je jetais un coup d'œil, en passant, dans sa cellule de fer, il éclata d'une joie exubérante. « Une fameuse histoire à rapporter au tribunal de Seattle, n'est-ce pas, monsieur Pathurst ? Le cas de Marinkovic ne fera que donner plus de poids au mien. Vous verrez ce scandale quand les reporters s'empareront de l'événement. L'Elseneur, le bateau de l'enfer. Ils auront de quoi faire de beaux articles là-dessus. » Je répondis sans broncher. « En quoi l'Elseneur est-il un bateau de l'enfer ? » ?»« En quoi ? Vous avez vu la façon dont j'ai été traité ? Vous avez vu tout ce que j'ai enduré ? J'ai vu que tu étais un assassin, et je ne changerai pas d'avis. C'est bien. La cour en décidera. Votre rôle sera uniquement de témoigner des faits. Je témoignerai que si j'avais été à la place du second, je t'aurais séance tenante, pendu au bout d'une vergue. Les yeux de Davis étincelèrent. Devant le tribunal, répliqua-t-il d'une voix rauque. Après que vous aurez prêté serment, je vous rappellerai cette conversation. L'endurance de cet homme éveillait chez moi, je l'avoue, une admiration involontaire. Je regardais cet étroit réduit au mur de fer que le Pampero avait complètement inondé. La peinture blanche qui recouvrait le métal s'était écaillée et de grandes plaques de rouille apparaissaient. Sur le plancher d'une saleté repoussante, on voyait la gamelle et le couvert qui avaient servi au dernier repas du misérable. Draps et vêtements étaient trempés et sales à souhait, comme l'était aussi le baluchon composé des vêtements de rechange de l'homme. Davis était étendu dans cette même couchette où il avait assassiné O'Sullivan. Depuis des mois, il vivait dans cet horrible taudis. Et il aurait des mois encore à y croupir, s'il voulait survivre. J'admirais sa puissance de vitalité, digne d'un animal. Et en même temps, l'être humain qu'il était me donnait des nausées. Je m'exclamais. Le tribunal maritime ?
Tu en parles bien souvent. Mais es-tu sûr de durer jusqu'au bout du voyage? Des paris se sont engagés sur la question de savoir si tu arriveras ou non à Seattle, tu le sais. Ses oreilles se dressèrent quand il m'entendit, et il se souleva sur son coude. Tiens, tiens. Et si je vous demandais des précisions, vous me les donneriez? Je peux te dire en tout cas que personnellement, j'ai parié que tu iras jusqu'au bout. Compris. Ça signifie que d'autres ont parié le contraire. C'est un coup monté. Il y a sur l'Elseneur des gens financièrement intéressés à ma disparition. À ce moment, le steward qui venait de l'arrière s'arrêta à son tour devant la porte de l'étroit et ignoble réduit et écouta la conversation en s'esclaffant. Dès qu'il l'eut aperçu, Charles Davis reprit de plus belle. De mieux en mieux. Vous aurez à témoigner de ces paris à Seattle, et à témoigner sur l'honneur à moins que vous n'ayez menti à un pauvre malade, ou que vous ne mentiez devant la cour après avoir juré de dire la vérité. C'est entendu, répliquai-je. Je témoignerai. À moins que d'ici là je perde mon pari, comme je le crains, pour ne rien te cacher. Vous perdrez sûrement votre pari, intervient le steward. Lui, bientôt mourir. Pariez, monsieur Bathurst, s'exclama Davis. C'est un bon tuyau que je vous donne. Je vivrai jusqu'à la fin de la traversée, je vous le jure, et vous aurez fait une excellente affaire. La situation était à la fois pénible et risible, et je ne savais que dire. C'est dans la poche, poursuivit Davis. Je ne suis pas près de mourir. Allons, Stewart, combien tu mises? 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, répondit le jaune avec un mouvement d'épaule signifiant que la somme importait peu. Parfait, Stewart. Monsieur Bathurst couvre ton pari. Entendu? Pour 20 dollars, ajouta-t-il en me regardant. Mais pourquoi ne paries-tu pas toi-même avec lui? Répliquai-je. C'est ce que je vais faire. Tu es d'accord, Stewart? Je te parie ferme 20 dollars que je ne mourrai pas. Le steward secoua la tête. Alors 20 dollars contre 10? S'acharna le moribond. Qu'est-ce qui te tracasse? Si toi vivre, moi perdre et payer toi. Si toi mourir, moi gagner. Mais comme toi tu es crevé, ne pas payer moi. Et le steward s'en alla. Excellent, conclut furieusement Charles Davis. Vous pourrez témoigner de ça, monsieur Bathurst. Quel butin, bon Dieu, pour les reporters. Le cercle des Asiatiques, qui se réunit toujours dans la chambre du cuisinier, a des soupçons concernant la mort de Marinkovitch, mais il se refuse à les formuler. Sauf à des hochements de tête et des murmures confus, je n'ai rien pu obtenir, ni de Wada, ni du steward. J'ai tenté d'interroger un des deux ouvriers voiliers. En guise de réponse, il s'est plaint que sa main blessée le faisait beaucoup souffrir et m'a assuré qu'il serait satisfait de trouver un chirurgien à Seattle. J'ai insisté. Il m'a répliqué que le mort n'était ni un Japonais ni un Chinois, alors l'affaire ne l'intéressait pas. Je me rabattis sur Louis, le métis anglo-chinois qui s'exprime en anglais avec l'accent d'Oxford. Je l'ai interpellé alors qu'il se dirigeait vers la cambuse pour y chercher des provisions. Il fut un peu plus loquace tout en protestant lui aussi qu'il était d'une race différente de celle des gens de l'équipage. Alors, m'expliqua-t-il, nous préférons ne pas nous mêler de leurs affaires. Nous en avons discuté entre nous et cette solution nous a paru la meilleure. Je n'ai rien d'autre à vous dire, monsieur Bathurst. Absolument rien. Mettez-vous à ma place. Mon travail à la cuisine m'appelle aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et je me trouve constamment en contact avec les matelots. Je suis au milieu d'eux, seul, contre beaucoup. Mon unique compatriote sur ce bateau est le steward. Wada, votre domestique, et les deux voiliers sont japonais. Ce sont, comment dire, des parents éloignés. Nous sommes quand même étroitement groupés pour défendre, le cas échéant, nos intérêts communs. Et la première règle de notre association est le silence. Tu oublies Shorty, répondis-je, en me ressouvenant du diagnostic porté par M. Pike sur la nationalité passablement bigarrée de ce marin. Oh, nous ne l'acceptons pas comme un des nôtres. Il y a en lui du portugais, du malais, et je le reconnais, du japonais. Mais c'est un être hybride et un bâtard. En outre, il est stupide. Nous l'avons dès le début éliminé de d'autres cercles. Alors je me permets de conclure, monsieur Bathurst,
Nous sommes très peu nombreux de notre bord, et cette situation nous oblige à la plus stricte neutralité. Sapristi, m'écriai-je, tu n'es pas très optimiste. À ton avis, comment le voyage se terminera-t-il? Oh, je suppose que nous arriverons très probablement à Seattle. Enfin, un certain nombre d'entre nous. Au cours de ma longue carrière, je n'ai jamais vu, je le répète pour la 100e fois, un pareil équipage, un tel mélange de fous, de forbans et d'idiots. Je ne cite aucun nom, remarquez-le bien, monsieur Pathurst. Je ne tiens pas à avoir d'histoire. Je suis donc simplement Louis, le cuisinier. J'accomplis de mon mieux ma fonction, et je ne vois rien, je n'entends rien. Je tiens à ma peau. C'est suffisant. J'acquiesçai. C'est ton droit. Ah, encore une question. Tu y répondras si tu le juges bon. À ton avis, Charles Davis fera-t-il partie de ceux qui parviendront à Seattle? Je vous remercie de votre courtoisie, monsieur Pathurst. Ma foi, je ne le crois pas. Le steward m'a raconté que vous aviez parié pour l'affirmative. L'enjeu est risqué. D'une heure à l'autre, nous allons franchir le Cap Horn. Ce n'est pas une petite affaire, je le sais par expérience. Nous sommes en plein hiver et nous allons d'est en ouest. La prison de fer de Davis sera régulièrement inondée. Des semaines durant, elle ne séchera jamais. Un homme solide et bien portant, confiné dans un pareil réduit, aurait bien des chances de claquer. Et Davis est un malade. Un très grand malade. La science des médecins pourrait sans doute, dans des conditions normales, prolonger plus ou moins son existence. Mais étant donné le vent et la mer que nous allons avoir, elle n'y résistera pas. Voilà mon avis. Je suis votre serviteur, monsieur Pathurst. Et Louis, en s'inclinant poliment, me tira sa révérence. Chapitre 25. Deux fâcheux sons de cloche se sont fait entendre au cours de ces 3 derniers jours. Monsieur Meller continue à se laisser glisser sur une pente dangereuse. Il est clair qu'il ne peut supporter l'idée de se trouver sur le même bateau que l'homme qui a juré de venger le meurtre du capitaine Somers, surtout quand cet homme est le redoutable monsieur Pike. Nous avions remarqué, Marguerite et moi, qu'il avait, comme un malade, les yeux gonflés et injectés de sang, et les traits tirés. Aujourd'hui, le mystère s'est éclairci. Wada n'aime pas monsieur Meller, et ce matin, alors qu'il m'apportait mon petit déjeuner, j'ai compris immédiatement à l'éclair malicieux qui brillait dans ses yeux bridés qu'il avait à me faire part de nouveaux potins savoureux. Voici donc ce que j'ai appris. Depuis plusieurs jours, le steward et lui cherchaient la solution d'un étrange problème. Une bonbonne contenant une quinzaine de litres d'alcool à brûler, placée sur un des rayons de la grande chambre arrière, perdait régulièrement de son contenu. Les deux hommes se firent part, l'un et l'autre, de leurs réflexions et décidèrent d'agir comme aurait fait Sherlock Holmes en personne. Ils mesurèrent donc à diverses heures de la journée le niveau de l'alcool, et ils constatèrent aussi que la baisse se produisait toujours après les repas. Il en résultait que le coupable ne pouvait être que le deuxième lieutenant ou le charpentier, qui seuls mangent avec eux dans cette pièce. Suivre la piste jusqu'au bout n'était plus qu'un jeu. Chaque fois, en effet, que M. Meller arrivait et partait avec le charpentier, l'alcool ne baissait pas. Il en était de même si le charpentier restait le dernier. Mais si M. Meller s'attardait seul à table, le niveau diminuait immanquablement. Et la conclusion à en tirer était aussi aveuglante que le soleil. Depuis ce jour, le steward a emporté la bonbonne dans sa cabine, qu'il ferme à clé quand il en sort. L'alcool à brûler constitue un redoutable poison. Quelle peut bien être la constitution de M. Meller, un homme de 50 ans, pour avoir, pendant près d'une semaine, ingurgité une pareille boisson? Rien d'étonnant à l'aspect anormal de ses yeux. Et comment n'en est-il pas mort? J'aurais grande envie de mettre M. Pike sur ses gardes, mais j'hésite, car si je lui révèle l'identité de M. Meller, il y aura mort d'homme. C'est couru d'avance. Nous continuons à filer vers le sud, orientés au plus près vers la pointe inhospitalière du continent américain. Aujourd'hui, nous avons dépassé une ligne idéale, tirée du détroit de Magellan aux îles Falkland,
et demain, si la brise continue, nous relèverons la côte de la Terre de Feu, près de l'entrée du détroit de Lemaire, par lequel le capitaine West a l'intention de passer. Le deuxième épisode dont je parlais tout à l'heure s'est produit la nuit dernière. M. Pike, peu bavard de nature, ne dit pas tout ce qu'il sait, mais il ouvre l'œil, et ne rechigne pas au jeu périlleux qu'il est de son devoir d'assurer. Depuis le meurtre de Marinkovitch, j'ai pu m'assurer à plusieurs reprises en circulant moi-même assez tard sur la passerelle aérienne que M. Pike ne s'aventure jamais sur le pont principal après la tombée de la nuit. Un soir donc, j'étais sur la passerelle, me rendant au poulailler en service commandé. J'étais chargé par Marguerite de vérifier si le steward avait bien exécuté tous ses ordres. Mise en place de la bâche imperméable, efficacité de la ventilation et bon fonctionnement du poêle à pétrole. Quand j'eus constaté que le travail du steward était comme toujours impeccable, j'allais retourner, ma mission accomplie, vers l'arrière, lorsque mon attention fut attirée par les cris étranges d'une bande de pingouins auxquels se mêlait le souffle, facilement reconnaissable, d'une baleine qui se trouvait à quelque distance. C'était une nuit étoilée et sans lune, et sous le vent de la Terre de Feu, l'Elseneur courait sans peine ses 8 nœuds sur les eaux calmes. Je m'arrêtai dans l'ombre d'un des canaux. De là, j'aperçus M. Pike, debout également sur le toit du roof. Il était immobile et paraissait écouter. Au-dessus de nous, sur le pont principal, il y avait une fois de plus des chuchotements de voix, parmi lesquels je pus discerner celles de Kid Twist, de Noisy Murphy et de Bert Rhine, les 3 forbans. Steve Roberts, qui pourtant n'appartenait pas à la même bordée, était avec eux, et aussi M. Meller. Voilà qui était louche. Curieux de savoir ce qui allait se passer, un drame sans doute, je ne bougeais pas et restais caché dans l'ombre du canot. 5 minutes passèrent, puis 10. Les hommes parlaient toujours entre eux à mi-voix. Les pingouins continuaient à crier, et en se jouant, la baleine s'était rapprochée de nous. Elle rasa même de si près l'Elseneur que l'eau de ses évents vint éclabousser le pont et monta presque jusqu'à moi. D'un coup de pierre, on aurait facilement pu atteindre l'énorme cétacé. Au bruit de l'eau ainsi agitée, M. Pike, qu'on ne distinguait pas plus nettement que moi dans la nuit, tourna la tête en plein de mon côté. Mais il ne me vit pas, et se remit à écouter les murmures mystérieux des voix. Sur un des côtés du roof est appliquée une échelle, et sur cette échelle, quelqu'un grimpait silencieusement. Ce quelqu'un était Mulligan Jacobs. Sa venue fut-elle un effet du hasard, ou bien était-il dépêché en avant par les autres, comme observateur? Je l'ignore. Toujours est-il que je fus averti soudain de sa présence en entendant M. Pike beugler. « Qu'est-ce que tu fais là, bon Dieu ?» J'aperçus en même temps se dessiner dans l'obscurité la silhouette grise de l'homme se dressant à 2 mètres devant le second. « Ce que je fais? Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» riposta d'un ton agressif le nouveau venu. Les voix en dessous s'étaient tues. On sentait tous les cerveaux alertés, toutes les oreilles tendues. Ce Mulligan Jacobs. Un type bien fait pour dérouter les psychologues et toutes les conclusions de leurs ouvrages. Il demeurait à sa place, sans broncher, fragile créature à l'échine tordue, sans trahir la moindre peur, seul en face du second. M. Pike déversa sur lui un torrent de menaces terribles et d'injures que je n'oserais pas reproduire. Et de nouveau, il lui demanda ce qu'il faisait là. « J'ai oublié ma chique, la dernière fois que je suis venu ici lover les drisses, » dit le gnome. Non, il ne le dit pas. Il le cracha, comme du venin. « Fous le camp, immédiatement !» hurla M. Pike. « Ou je te jette en bas, toi et ta chique !» Loin de reculer, Mulligan Jacobs fit un pas en avant, et je distinguai son ombre qui se balançait sous le nez du second, suivant le mouvement du roulis. M. Pike étouffait d'une rage mal contenue. Il ne put qu'articuler. « Jacobs, fais attention à toi. »« Vous êtes une vieille brute !» riposta l'avorton. M. Pike le saisit au collet et le balança en l'air. « Tu vas descendre, oui !» grogna-t-il. « Sinon c'est moi qui m'en charge. » « Tâchez d'abord de me parler poliment, et lâchez-moi !» De nouveau, M. Pike secoua l'infirme de toutes ses forces. Il vociféra.
Alors tu descends, oui ou non? Vous êtes une brute, ne le répète pas. Une brute, une vieille brute, haleta Mulligan Jacobs. Et M. Pike le catapulta. Il vola dans la nuit, tel un projectile, en répétant encore, comme une mécanique qu'on aurait remontée. Brute! Brute! Vieille brute! Puis il tomba parmi les conjurés. L'un d'eux le reçut sur la tête, ce qui, pour Mulligan Jacobs, amortit sa chute et l'empêcha d'avoir les os brisés sur le plancher du pont. Il y eut des mouvements divers et de sourds grognements. M. Pike fit quelques pas en grinçant des dents, puis il s'arrêta, posa ses coudes sur la rampe de la passerelle, appuya sa tête sur ses mains et murmura. « Où allons-nous, grand Dieu? Où allons-nous » Chapitre 26. Les jours deviennent de plus en plus gris. Le soleil perd de sa chaleur, et à chaque midi, lors de son passage au méridien, il est plus bas dans le ciel du nord. Toutes les vieilles étoiles familières ont disparu depuis longtemps, et il semble que le soleil veuille les suivre. Le monde terrestre, le seul du moins que je connaisse, s'est évanoui, lui aussi, vers le nord. Cet océan triste et solitaire, gris et froid, semble le terme de l'univers, le gouffre où tout s'engloutit. Plus il fait gris, plus il fait froid, plus longtemps, et plus fort les pingouins crient dans la nuit, plus les baleines s'ébrouent parmi les vagues qu'elles soulèvent en gerbes fantastiques. Sans trêve, d'immenses albatros grisâtres, qui semblent avoir vieilli dans leur lutte inlassable contre les tempêtes du Cap Horn, tournent et virent dans l'air. « Terre !» a crié la vigie hier matin. J'ai frissonné d'émotion devant ce sol, le premier que nous frôlions de si près depuis notre départ de Baltimore, il y a des siècles. Pas un rayon de soleil au firmament, mais une brume humide et froide, accompagnée d'un vent aigre qui pénétrait sous les vêtements. Sur la dunette, le thermomètre marquait 2 degrés au-dessous de zéro. De temps à autre, de petites rafales de neige nous balayaient le visage. Tout ce qu'on pouvait distinguer de la terre était couvert de neige. Une longue chaîne de pics bas émergeait de l'océan. Aucun signe de vie n'y apparaissait. C'était un sol abrupt, sauvage et désolé. Vers 11 heures, nous atteignîmes l'entrée du détroit de Lemaire. Les rafales neigeuses cessèrent, le vent se fit plus régulier, et le courant de marée s'établit, juste à point, dans la direction qui était la nôtre. Sous ces auspices favorables, le capitaine West n'hésita pas. Il donna à M. Pike des ordres rapides. L'homme de barre modifia sa route et les deux bordés, tirant sur les manœuvres, déployèrent au fait extrême des mâts, petits et grands cacatois. Ce fut donc sous la poussée violente du courant, et toute voile dehors, que l'Elseneur s'engagea dans l'étroit goulet. Le capitaine West n'ignorait pas les risques qu'il courait en affrontant ce véritable cimetière de navires, mais il voulait quand même tenter sa chance. Sous cette double impulsion du courant et du vent, nous regardions défiler à une vitesse folle, d'un côté, les caps raboteux de la terre de feu, de l'autre, la côte déchiquetée de l'île des États. Soudain, le capitaine West, après avoir machinalement essuyé les verres, porta sa jumelle à ses yeux et la dirigea vers une sorte de fjord qui s'ouvrait entre 2 murs à pic de rocs noirs, où la neige elle-même ne trouvait pas à s'accrocher. Je pris comme lui ma jumelle, et regardai à mon tour. Un frisson, je l'avoue, me saisit quand je vis, dépassant de l'eau, les mâts d'un grand bateau dont la taille ne devait pas être inférieure à celle de l'Elseneur. Le naufrage ne paraissait pas bien ancien. C'est sans doute un de ces bateaux allemands spécialement affectés au transport du nitrate, commenta M. Pike. Le capitaine West fit un signe d'approbation et continua à observer l'épave. « Elle semble complètement abandonnée, dit-il. Néanmoins, M. Pike, envoyez dans la mâture un de vos hommes possédant une bonne vue, et contrôlez vous-même. Il y a peut-être à terre quelques survivants qui tentent des signaux. » Mais comme il n'y avait rien en vue, nous poursuivîmes notre route. M. Pike était ravi de notre veine. Il arpentait le pont en se frottant les mains et en riant tout seul. Il n'avait pas, m'expliqua-t-il, franchi le détroit de Lemaire depuis 1888. Il ajouta qu'il connaissait des capitaines qui,
pas une seule fois sur 40 passages du Cap Horn qu'ils avaient effectués, n'avaient pu utiliser cette voie, la plus courte. Le passage habituel est au-delà de l'île des États, beaucoup plus bas, vers le sud et l'est. Or, en ce qui concerne ce bout du doigt du monde, qu'est le Cap Horn, les instructions nautiques sont formelles. Mille par mille, et s'il le faut pouce par pouce, gagner à l'ouest le plus rapidement possible. Au début de l'après-midi, nous sortîmes du détroit et le courant nous abandonna. Mais toujours sous le vent de la terre de feu, nous continuâmes à glisser régulièrement, le long du continent, nos 8 nœuds. M. Pike exultait de joie. Je ne l'avais jamais vu si volubile. « Mon vieil Elseneur, monologuait-il, tu portes à ton avant une infâme racaille, mais à l'arrière, Dieu veille sur toi. Pourvu que la brise ne fraîchisse pas trop, tout est là. Demain matin, s'il n'y a pas de pépin, nous aurons passé le Cap Dur, et au train où nous allons, il sera déjà à 12 ou 15 milles derrière nous. Une performance magnifique. Ce sera la plus grande joie de ma vie. » Par moments, il se détournait, baissait la voix et semblait grogner une prière. Le vent, oui, tout est là, qu'il tienne comme il souffle en ce moment, encore un peu. Monsieur Meller était d'un avis tout différent. « On a peu de chance de passer, me dit-il. Ça ne s'est jamais vu. Attendez un peu, la tempête va venir. Elle monte toujours du nord-ouest, comme une fumée. Alors, d'après vous, il est impossible à un bateau de franchir le Cap Horn d'un seul coup ? Demandai-je. C'est terriblement risqué. Tenez, vous voulez parier ? Ça fait toujours passer le temps. Je vous parie donc une livre de tabac que d'ici 24 heures, nous serons à la cape sous les huniers volants. Et je parierais volontiers 10 livres contre 5 que nous ne serons pas à l'ouest du Horn avant une bonne semaine. Quant au passage complet qui va, comme vous le savez, du 50e parallèle dans l'Atlantique au 50e dans le Pacifique, eh bien, il nous faudra 2 semaines au moins avant de le boucler. Ça, je suis prêt à parier 20 livres contre 5. Entendu. Le capitaine West, une fois passé le détroit de Le Maire avec ses périls coutumiers triomphalement laissés derrière nous, est redescendu au grand salon, s'y est allongé, selon son habitude, ses pieds dans ses pantoufles, et a repris sa boîte de cigares. Il n'a fait aucune réflexion et nous a laissés, Marguerite et moi, chanter victoire en entonnant d'interminables duos. Et ce matin, par une mer paisible, le Cap Horn nous est apparu sous une brise caressante, à moins de 6 milles vers le nord. Oui, c'était bien lui. Nous étions par son travers et gagnant à l'ouest. Alors que je croisais M. Meller, je lui demandai en riant. « Quel est le prix du tabac aujourd'hui ?» « En hausse, bien sûr. Dommage que je n'ai pas poussé davantage les paris. » Je portai mon regard sur la mer et sur le ciel. À la fuite rapide de l'écume qui bouillonnait dans notre sillage, j'évaluai la vitesse de notre marche et ne découvris rien qui parût légitimer les inquiétudes du 2e lieutenant. Le temps était réellement superbe. Des pigeons du Cap volaient autour du navire et le steward s'amusait à en capturer, à l'aide d'une épingle recourbée munie d'un appât et attachée au bout d'un fil. Sur la dunette, je rencontrai M. Pike. Il me salua d'un grognement. Je hasardai allègrement. « Eh bien, nous sommes en train de le passer, le Cap Dur. » Sans me répondre, le second se retourna en observant les grisailles du sud-ouest d'un air plus renfrogné que jamais. Puis il murmura quelques mots incompréhensibles, et qu'à ma prière il répéta. « Je dis qu'il faut encore s'attendre à avoir du mauvais temps. Ne le voyez-vous pas ?» Je secouai la tête. « Alors pourquoi carguons-nous les voiles hautes, à votre avis ?» Je levai les yeux. Les cacatois étaient déjà cargués, et les hommes procédaient à la même opération avec les perroquets. Le vent du nord continuait cependant à nous pousser doucement, trop doucement pour quelqu'un du métier. « Enfin, voyons, m'écriai-je, il n'y a pas le moindre signe de mauvais temps. »« Allez consulter le baromètre, » grommela M. Pike. « Il vous renseignera. » Je gagnai la chambre des cartes où je trouvai le capitaine West en train d'enfiler ses longues bottes de mer.
à défaut du baromètre, ces préparatifs m'en disaient assez long. D'ailleurs, le baromètre était assez éloquent. Même lors du Pampero, il n'était jamais descendu aussi bas. Je le regardais d'un air effaré. Le programme habituel du Cap Horn, me dit le capitaine West en souriant, et en se dressant mince et élancé pour atteindre son ciré. J'en étais estomaqué. La tempête est encore loin demandai-je. Sans un mot, le capitaine West leva la main en me faisant signe d'écouter. L'Elseneur roulait lourdement. De dehors arrivait jusqu'à nous, comme un tonnerre sourd, le claquement des voiles dégonflées, se masquant contre les mâts et les agrès. 5 minutes après, l'Elseneur donna légèrement de la bande et resta couché sur le côté, tandis que dans le gréement s'élevaient les sifflements précurseurs de l'ouragan. « C'est le commencement, » me dit le capitaine West. J'entendis M. Pike hurler des ordres, et je sentis monter dans mon cœur le craintif et sauvage respect du Cap Dur. 1 heure plus tard, nous étions à la cape, comme me l'avait prédit M. Meller, bâbord à mur, sous les huniers volants et la misaine. Le vent soufflait maintenant du sud-ouest et nous faisait dériver vers la terre. Devant le péril imminent d'être drossé contre la côte, le capitaine West donna à M. Pike les instructions nécessaires pour que nous virions de bord exactement comme nous l'avions fait devant le Pampero. De la dunette, le spectacle de l'Elseneur, luttant et bataillant contre la tempête, était magnifique. Il était stupéfiant qu'une mer aussi grosse, qui à présent balayait entièrement le navire, se fût levée en aussi peu de temps. Les 2 bordées étaient occupés à carguer les voiles. Comme de coutume, les hommes étaient lents, sans force et sans mordant. Dans leur manière de se mouvoir et de haler, ils ressemblaient à des bœufs stupides. M. Pike et M. Meller les secouaient et les rabrouaient sans arrêt. Le capitaine West suivait la scène d'un air détaché, en apparence, tout au moins. Et le rugissement de la tempête augmentait toujours. Dans les cabines, les lampes étaient allumées comme en pleine nuit. L'air et l'eau, tout était glacé. Les embruns se congelaient instantanément sur les bois comme sur le métal, sur les voiles comme sur les cordages. Une première fois, le navire refusa de virer. Il se coucha sous une rafale, mais sa proue ne se détourna pas de la terrible côte vers laquelle nous étions portés, de plus en plus. Dans le hurlement des éléments, nous attendions tous que le long bateau se décidât à obéir. Les hommes baissaient la tête, visiblement inquiets. M. Pike crispait ses poings. Calme et droit, le samouraï attendait, lui aussi. Et devant nous, le Cap Horn faisait de même. Il attendait l'Elseneur et nos cadavres. La proue céda enfin, l'angle d'attaque de l'ouragan changea, et le navire fit un tête-à-queue complet, fuyant désormais à une vitesse éperdue, au rebours de la route que nous devions suivre. Il avait fallu 30 minutes pour faire virer l'Elseneur, et je compris comment les meilleurs capitaines peuvent, sans faute aucune de leur part, perdre leur navire. Car si l'Elseneur avait refusé d'obéir, nous allions infailliblement nous jeter contre les rochers. Sous la conduite de 3 chefs héroïques et quasiment surhumains, des êtres chétifs et lamentables avaient eu raison de la furie de la nature. Afin de ralentir notre fuite, M. Pike s'était hâté de faire carguer une partie des voiles demeurées en place. Et il n'arrêtait pas de vérifier chaque cordage, chaque poulie, de s'assurer que tout manœuvrait correctement dans le gréement immense et compliqué du voilier. Les hommes, exténués, semblaient par moments incapables de saisir un simple riz. M. Meller allait d'une bordée à l'autre en s'efforçant de galvaniser ces déchets humains et de diriger leur travail. M. Pike, toujours sur la dunette, grognait, grondait et crachait dans le vent des chapelets de blasphème. Je m'approchai de lui et observai. « Alors, ça ne va pas comme vous voudriez ? Mais bon Dieu, regardez-les. Au train où ça va, on sera encore ici dans 1 mois. » Je sursautai et m'écriai. « 1 mois ? Parfaitement. 1 mois, clama farouchement M. Pike. Ce n'est rien pour le Cap Dur. J'y suis resté une fois 7 semaines sans pouvoir passer, et j'ai dû finalement revenir sur mes pas, c'est-à-dire remonter l'Atlantique jusqu'au Groenland et jusqu'à la mer de Baffin pour emprunter, dans l'océan glacial arctique, le passage du nord-ouest et doubler ensuite l'Alaska. Pas possible, haletai-je. Eh oui, c'est comme ça.
J'ai fait à peu près le tour de l'Amérique. Que voulez-vous? Je n'avais pas d'autre moyen d'atteindre San Francisco, où j'allais. C'est ça le Cap Horn. On n'y peut rien. Mes doigts étaient gourds et je frissonnais, en jetant un dernier regard vers les malheureux, juchés sur la vergue de misaine, caparaçonnés de glace. Je redescendis à l'intérieur du navire pour m'y réchauffer. Tout y était tiède et confortable. À l'heure du déjeuner, notre table avait ses 4 convives ordinaires, le capitaine West et Marguerite, M. Pike et moi. Les violons maintenaient en place la vaisselle et la verrerie. Le steward servait et circulait avec une apparente indifférence, mais je remarquai par moments un éclair d'inquiétude dans ses yeux, quand, en équilibre instable, il déposait un plat sur la table, au moment où l'Elseneur, qui roulait et tanguait sans arrêt, était plus violemment secoué. Et je songeais, à part moi, aux êtres misérables qui se tenaient dehors, en équilibre sur la vergue glacée. Là était leur place toute naturelle, comme la nôtre se trouvait tout aussi naturellement dans la tiède oasis où nous nous prélassions en plein cœur des éléments déchaînés. Les lampes allumées, qui se balançaient et sautaient dans leurs cardans, semblaient en lutte continuelle avec les ténèbres ambiantes, où elles faisaient danser leur clarté, et dessinaient en dessous d'elles des ombres mobiles. L'énorme cylindre d'acier du mât d'Artimon, qui traversait la pièce de part en part, pour s'enfoncer ensuite dans la cale, avait d'effrayantes sonorités. Sous le fouet de la tempête et le cinglement furieux des cordages qui le battaient, il résonnait comme un chaudron. Les boiseries craquaient et gémissaient. Dans le tintamarre infernal dont elle s'amusait follement, Marguerite égrenait un rire joyeux. M. Pike était morose. Je le connaissais suffisamment pour savoir que sa mauvaise humeur ne provenait pas des redoutables fantaisies de la tempête, mais allait tout droit aux incapables en train de se geler, sans résultat, sur les vergues. J'avais, pour ma part, complètement fondu mon âme dans celle de mes compagnons de route, et il me semblait avoir déjà vécu, des milliers de fois, dans des atavismes lointains, des cataclysmes semblables à celui dans lequel se débattait l'Elseneur. Chapitre 27. Le déjeuner terminé, j'avais regagné ma cabine. Bien calé sur ma couchette, je lisais un livre que j'avais pris, quand je vis Miss West apparaître dans l'encadrement de la porte que j'avais laissée ouverte. Elle avait revêtu son ciré, son surroi et chaussé ses bottes de mer. « Vous sentez-vous d'attaque pour grimper, monsieur Bathurst » me demanda-t-elle d'un air narquois. « Depuis le départ, je ne vous ai jamais vu vous hasarder au-dessus du pont, plus haut que la passerelle ou la dunette. Avez-vous la tête solide ?» Je mis une marque à la page que je lisais, dégringolai prestement de ma couchette et frappai des mains, dans le corridor, pour appeler Wada. « Alors, vous acceptez » s'écria Marguerite, d'une voix ardente. « J'accepte, » répondis-je d'un ton dégagé. « J'accepte, si vous me promettez vous-même de suivre mes recommandations et de vous tenir solidement. Où voulez-vous aller ?»« À la une d'Artimon, c'est le plus facile. Quant à tenir bon, je pourrais vous en dire autant. » « J'ai fait déjà maintes fois cette petite ascension, et c'est plutôt vous qui m'inquiétez. »« Parfait. Dans ce cas, montrez-moi le chemin. Je ne lâcherai pas, je vous assure. »« Oh » fit-elle en riant. « Je ne voudrais pas vous vexer, mais dans des ascensions de ce genre, j'ai vu plus d'un terrien sentir la tête lui tourner. D'autant plus qu'il n'y a pas dans nos hunes de trous de chat par où passer. » Je ripostais, tout en enfilant les manches de mon ciré que Wada me tendait. « J'avoue que je n'ai jamais pratiqué comme vous ce genre de grimpette, et si j'ai la frousse, comme vous le supposez, ça vous donnera au moins l'occasion de vous payer ma tête. » Elle me regarda, devenue soudain sérieuse. C'était, vu de la dunette, le spectacle accoutumé dans les tempêtes de cette importance. Un spectacle à la fois magnifique et terrible. L'univers entier semblait se jeter à l'assaut de l'Elseneur, dont le pont inondé était infranchissable. Il était 2 heures de l'après-midi, et les cloportes impuissants continuaient à geler sur la vergue de misaine, à laquelle ils se cramponnaient, sans utilité aucune d'ailleurs. Le capitaine West leva les yeux vers eux. « Ils ne réussiront jamais à prendre ce riz. Il faut y renoncer, dit-il à M. Pike.
Faites carguer complètement la voile et cordez-la solidement. Si quelque chose, je l'avoue, était de nature à me donner du cœur et à me guérir de la frousse dont m'avait menacée Marguerite, c'était certes la vue de ces pauvres bougres qui manquaient totalement de courage. Comment moi, un des seigneurs de l'arrière, pouvais-je un instant songer à ne pas me montrer plus brave que les loques de l'avant, où ils gîtaient dans leur niche à cochons? Marguerite ne dédaigna pas la main que je lui tendis pour l'aider à grimper sur le râtelier à cabillaud vers les haubans du mât d'Artimon. Mais ce fut simple courtoisie de sa part, car presque aussitôt, elle retira sa main gantée et, en vraie fille de samouraï, s'élança face au vent sur les enfléchures qu'elle commença à escalader. Entraîné par son exemple, je la suivis machinalement, inconscient, ou à peu près, des dangers courus dans cet exercice. L'entreprise engagée, je le reconnais franchement, était difficile, et mon ascension plutôt lente. Par moments, les rafales me collaient au haubans et elles me plaquaient comme un papillon contre un mur. La poussée du vent était si forte que j'aurais pu lâcher pieds et mains sans risquer de tomber. Et n'oubliez pas qu'une pareille chute signifiait la mort. Ou je me fracturais la colonne vertébrale sur le pont, ou bien j'étais projeté par-dessus bord dans la mer glacée. La neige commençait à floconner et à couvrir l'Elseneur que je voyais se rétrécir de plus en plus au-dessous de moi. Marguerite grimpait toujours, sans s'arrêter. Elle atteignit ainsi le bord de la hune où elle s'agrippa solidement. Puis, par un rétablissement habile et en s'aidant d'un coup de roulis propice, elle se retrouva debout sur la petite plateforme. Ça paraissait très simple. Mes mains se crispèrent au cordage, et sans la moindre angoisse, sans une prière à Dieu pour lui recommander mon âme, j'exécutai exactement ce que j'avais vu faire à Marguerite. Comme j'étais dans une sorte d'extase mystique, j'aurais osé n'importe quoi. Si Marguerite s'était élancée dans l'air, les bras étendus et se confiant à l'ouragan, je l'aurais aussi bien suivie. Quand je l'eus rejointe, je vis ses yeux briller d'orgueil. « Oh !» me cria-t-elle dans l'oreille, en me frôlant le visage de son haleine. « Ça n'est pas mal du tout pour un début !» Ses yeux étincelèrent plus vivement à travers la neige, puis elle s'assit au bord de la hune, en laissant pendre ses jambes bottées qu'elle balançait. Elle m'adressa un sourire et je compris qu'elle m'invitait à prendre place à côté d'elle, ce que je fis sans plus tarder. Nous étions comme un couple de pétrels, suspendus dans l'air. Les flocons de neige qui tourbillonnaient autour de nous exagéraient les profondeurs que nous surplombions et où semblait se perdre l'Elseneur. Et au-dessus de nous, le mât d'acier qui nous portait semblait lui-même s'effacer dans la neige. Tout à coup, surgit des épais flocons, un immense albatros. Ses ailes déployées, qui pouvaient bien mesurer 3 mètres d'envergure, étaient immobiles. L'oiseau se laissait pousser par le vent à une vitesse qui pouvait atteindre de 80 à 90 milles à l'heure. Pour un peu, il venait buter en plein contre nous, mais il avait déjà vu le danger. Renversant son corps sous la rafale, il se détourna majestueusement et la collision fut évitée. Sa tête et son cou portaient une chape et une collerette blanche que lui avaient brodées les embruns gelés. Le grand oiseau battit des ailes, tourna autour de nous, et nous vîmes distinctement son petit œil brillant qui nous regardait. La main de Marguerite avait saisi la mienne. « Rien que ça !» me cria-t-elle. « Est-ce que ça ne valait pas l'excursion ?» À ce moment, l'Elseneur fit une violente embardée et la main de Marguerite pressa fortement ma main, tandis que des profondeurs invisibles s'élevait le tonnerre des écumes que le grand vent d'ouest projetait sur le pont. Puis, aussi brusquement qu'elle était venue, la tempête de neige cessa, et la mince silhouette de l'Elseneur apparut au-dessous de nous. Avec une sorte d'étonnement, nous revîmes le navire couvert d'une eau bouillonnante, avec sa proue qui plongeait sans cesse dans une mer démontée, sa poupe qui ruisselait sous notre perchoir. M. Meller galvanisait de son mieux son équipage lamentable. Quant au capitaine West, il se balançait légèrement sur la dunette oscillante et continuait à donner des ordres à M. Pike. Notre champ visuel s'était élargi. Nous dominions la mer grise et hérissée, et la poussière impalpable de ses vagues, pendant que le grand albatros continuait à évoluer autour de nous en se laissant porter par le vent. Il s'inclinait,
et donnait de temps à autre quelques coups d'aile afin de conserver, contre la tempête, la maîtrise de l'air. Marguerite mit ses beaux yeux dans les miens, en une muette et poignante interrogation. Et, plus impérieuse, me revint la vision de mes existences ancestrales. Je me rapprochai davantage de la jeune femme, et de mes doigts engourdis dans mon épaisse moufle, écartant l'oreillette de mon surroi, je lui criai. Rien de tout ceci n'est nouveau pour moi. C'est l'existence de mes pères que je revis ici. Le froid pique mes joues, le sel marin mord mes narines, le vent hurle dans mes oreilles, et c'est un ressouvenir que m'ont légué mes ancêtres vikings. Je suis la graine qu'ils ont semée au cours de leur fantastique randonnée, lorsqu'ils abordaient, sur leurs bateaux, les côtes inhospitalières de l'Angleterre, ou bien, après avoir affronté les colonnes d'Hercule, écumaient les rives bleues et ensoleillées de la Méditerranée. Je suis le descendant de ces héros de la mer, dont la légende nous a raconté les exploits. Et en remontant plus loin dans le temps, j'ai navigué, aux périodes glaciaires, sur les mers polaires, couvert mes épaules de la dépouille du renne et combattu le mammouth. Dans les cavernes profondes, j'ai gravé sur le roc le souvenir de mes prouesses, et j'y ai sucé les mamelles des louves, côte à côte avec leur progéniture, qui m'écartaient à coups de dents. Marguerite eut un sourire adorable, alors qu'une nouvelle rafale de neige s'abattait sur nous et nous cinglait le visage. L'Elseneur, selon son habitude, se pencha comme s'il ne devait jamais se relever, tandis que, solidement cramponnés à la hune, nous décrivions dans l'espace, la jeune fille et moi, un arc de cercle vertigineux. Quand le navire se fut redressé, Marguerite, toujours souriante et ravie, releva à son tour l'oreillette de mon surroi et me cria. « Sur ces sujets, vous êtes plus savant que moi. Mais ce sont là des choses qui sonnent à mon oreille comme une belle poésie. Il se peut qu'elles aient existé autrefois. Autant, paraît-il, dans les mêmes pays où nous vivons, les hommes, vêtus de peau de bête, chantaient en rond autour des grands feux qui chassaient le gel et la nuit. Allons, dites-moi franchement, est-ce que les heures que nous vivons ne valent pas mieux que toutes les descriptions des livres que vous avez dans vos bagages ? Vous avez 1000 fois raison, m'écriai-je. Au diable les livres, et toute leur vaine littérature. Le vent hachait mes paroles, tandis que Marguerite, tout en continuant à sourire, se cramponnait aux enfléchures et descendait dans le vide. Chapitre 28. À quel prix le tabac ? Tel fut le lendemain matin le salut de M. Meller quand je montais sur la dunette. Étourdi et courbattu après les 60 heures de gros temps que nous venions de subir, j'avais les os et les muscles endoloris. Le vent était complètement tombé et avait fait place à un calme plat. L'Elseneur, après sa course effrénée, roulait misérablement. Les quelques voiles qui avaient été rétablis pendaient ou claquaient le long des mâts. M. Meller pointa son index par tribord avant, et je distinguai dans cette direction une mince et froide bande de terre aux pics blancs et déchiquetés. « L'île des États », m'annonça-t-il, « son extrémité orientale. » Autrement dit, nous étions exactement dans la situation d'un bateau qui venait de doubler cette île avant de s'attaquer au Cap Horn. Et pourtant, nous avions franchi voilà 4 jours le détroit de Lemaire et filé par le travers du cap. Nous l'avions dépassé même, de quelques milles. Tout était à recommencer avec un notable recul sur notre point de départ. Au cours de la tempête que nous venons de subir, le poste de l'équipage a été à 2 reprises entièrement inondé. En d'autres termes, tout ce que contenait le poste, vêtements, draps et matelas, a été trempé dans cet ouragan glacé et le restera jusqu'à ce que nous ayons passé le cap Dur et gagné des latitudes plus clémentes. Il en est de même de toutes les chambres du Rouf central. J'ai jeté un coup d'œil dans le cabanon de Charles Davis. C'était un spectacle terrible. De la couchette supérieure où il était juché, l'homme, à ma vue, se mit à ricaner, et secouant la tête comme un macaque, il me jeta. « Ha ha. Oh, Sullivan a eu de la chance de décarpir d'ici, pour un monde meilleur. Il aurait été sûrement noyé dans la couche inférieure qu'il occupait. Vous le savez, comme moi. Il m'a fallu nager pour atteindre la couchette du haut. Je ne vous raconte pas des histoires. Et l'eau salée est mauvaise pour mes plaies toujours à vif.
C'est absolument inhumain de donner à un gars un pareil gîte pour franchir le Cap Horn. Regardez un peu la glace qui recouvre le plancher. Je ne sais pas combien il fait au-dessous de zéro, dans cette salle turne. Et mes couvertures sont mouillées. Moi, un pauvre malade. Ça se voit, non? Je te plains, répondis-je. Mais en toute franchise, c'est en grande partie ta faute. C'est ma faute, évidemment, railla-t-il. Mais ne croyez pas que je sois pour autant un homme fini. J'engraisse, au contraire, à ce régime. Rien que de penser au procès qui se déroulera au tribunal de Seattle, ça m'empêche de mourir. Croyez-moi, tenez le pari avec les Stuart. Vous ne pouvez pas perdre. C'est un tuyau sûr que je vous donne. Vous n'êtes pas un méchant homme et vous avez toujours été gentil avec moi. Je te remercie. Mais comment, dans l'état de santé où tu étais, as-tu pu risquer un pareil voyage? Mon état de santé? Quel état de santé? J'étais en pleine forme quand nous avons appareillé. Sans quoi je n'aurais pas embarqué. C'est après que j'ai été malade. Vous m'avez vu au début, grimper au mât, quand je n'étais pas dans l'eau de mer jusqu'au cou. Dans la cale, je me suis tapé le charbon. J'aurais été incapable de faire tout ça si j'avais été malade. Et vous aurez à en témoigner, monsieur Paterhurst. Ne l'oubliez pas. J'ai fait largement mon devoir. Je lui tournai le dos et m'éloignai pendant qu'il criait. Si vous croyez réellement que je vais claquer, pariez le contraire avec moi, vous voulez? Oui, je dis bien. Avec moi. Par suite du surmenage qui lui est imposé, l'équipage, dont l'état de santé s'était amélioré, recommence à décliner. Les visages se sont amaigris et crevassés. Sous les cirés ruisselants, les vêtements sont des éponges que la chaleur du corps se charge de sécher. Chose curieuse, la silhouette générale des hommes semble s'être élargie comme s'ils avaient engraissé. Mais c'est une illusion qui est due au surcroît de vêtements qu'ils portent sur eux. Chaque homme, en effet, met sous son ciré 2 vestes, 2 gilets et 2 ou 3 chandails. Leurs jambes et leurs pieds paraissent énormes, car ils ont, enroulés autour de leurs bottes de mer, des bandes de toile à sac. À les voir se dandiner sur le pont, on se croirait en présence d'un troupeau d'éléphants. D'ailleurs, je n'ai rien à critiquer sur ce chapitre. J'ai fait, par curiosité, peser par Wada l'équipement que je porte. Sans le ciré et les bottes, c'est 18 livres. Et je n'ai pas plus chaud que ça, quand le vent souffle. Comment des matelots, après avoir une première fois tenté le passage du Cap Horn, peuvent-ils signer un nouveau contrat pour le même voyage? Cela me dépasse et prouve leur foncière stupidité. Henri, le jeune pilotin, fait peine à voir. Ses capacités l'élèvent visiblement au-dessus de la racaille qui l'entoure. Il est presque de ma race et sera un jour un bon second, comme M. Pike. Pour l'instant, en compagnie de Buckwheat, un autre jeune garçon dont il est l'ami et qui a son cadre près du sien dans le roof central, il endure les mêmes souffrances que les hommes de l'équipage. Il a la peau fine et blanche, et j'ai remarqué cet après-midi, alors qu'il halait sur un cordage, que les manches de son ciré, raidies par l'eau salée, lui ont écorché les poignets qui sont en sang, et il s'y produit une éruption de clous de mer. Monsieur Meller, que j'ai interrogé à ce sujet, m'a déclaré que d'ici 8 jours, tous les poignets et toutes les mains des hommes s'orneront de furoncles. Quand pensez-vous que nous aurons doublé le Horn? Ai-je, peu après, candidement demandé à M. Pike qui marchait devant moi. Le second s'est retourné et m'a regardé d'un air furibond, comme si je l'avais gravement insulté. Puis il a émis un sourd grognement et s'est éloigné sans avoir la courtoisie de me répondre. Il sait qu'on ne plaisante pas avec la mer, et c'est d'ailleurs ce qui fait de lui un excellent marin. Les jours continuent à couler, si tant est que l'on puisse appeler jours ces intervalles de gris sombre qui séparent d'interminables ténèbres. Depuis une semaine, nous n'avons pas vu le soleil. Sur cette morne étendue liquide, obscure et battue par la tempête, le point se fait au juger. Nous sommes le jouet d'une sorte de va-et-vient dont nous avons à peine la notion. Un jour, il nous sembla que nous devions être parvenus à une centaine de milles au sud du cap. C'était bon signe. Mais une nouvelle bourrasque du sud-ouest est arrivée. Elle déchira d'un coup notre petit hunier, arracha notre voile goélette toute neuve et nous balaya en arrière jusqu'à l'île maudite des États. Poussez à l'ouest, forcez à l'ouest, nous rabâchent les instructions nautiques. C'est très joli,
sur le papier. Mais quand Sa Majesté le Grand Vent d'Ouest, avec des majuscules s'il vous plaît, ne veut pas, c'est un redoutable personnage qui vous drosse impitoyablement vers l'est. Le froid est de plus en plus agressif et chaque nouvelle bourrasque s'annonce par une chute de neige. Dans le grand salon et dans les cabines, les lampes sont allumées en permanence. Monsieur Pike a délaissé son cher phonographe et Marguerite n'ouvre plus son piano. Elle se plaint de nombreuses meurtrissures provenant des heurts incessants qu'elle subit. Mon épaule, à la suite de ma projection contre la porte de la cabine du capitaine West, reste également douloureuse. Wada et le steward boitent tous deux. Mon seul refuge est ma couchette, où je continue à me caler avec des boîtes, des oreillers et des traversins, si bien que les pires secousses ne peuvent me jeter sur le plancher. Je ne quitte ce confort tout relatif que pour aller prendre mes repas ou faire un tour sur la dunette, afin de me détendre les jambes. Au total, je reste couché, à lire, durant 18 ou 19 heures sur 24. Allons, les livres ont du bon, quoi qu'en dise Marguerite. Mais l'ébranlement physique et nerveux auquel je suis perpétuellement soumis finit par être épuisant. Ce que doit être l'existence au poste d'avant, pour les hommes de l'équipage, dépasse de plus en plus l'imagination. Wada m'a raconté qu'ils ne se déshabillaient pas et se couchaient anéantis dans leurs couchettes, avec les mêmes vêtements détrempés et à moitié gelés qu'ils portent durant leurs heures de travail. Et moi, qui me plains encore, moi qui, somme toute, suis bien au chaud dans un lit bien sec. L'épidémie de clous de mer prédite par M. Meller s'est effectivement abattue sur eux. Elle a gangrené leurs mains, leurs poignets et leurs bras. C'est hideux à voir. Quand un ou plusieurs hommes ont été trop rudement roulés sur le pont, ils rampent jusqu'à leur cadre et y restent couchés un jour ou deux. Mais il en résulte plus de besogne pour leurs camarades qui vont les secouer d'importance et les remettre de force debout. Andy Fay et Mulligan Jacobs me stupéfient par leur endurance. Comment ces débris humains peuvent-ils encore résister à ce qu'ils subissent? Comment même obéissent-ils aux ordres de travail qui leur sont donnés, dans l'enfer glacé où nous vivons? Sans doute ont-ils la vague notion qu'en compagnie de leurs frères de misère, ils luttent pour leur propre existence, et que si quelqu'un se croise les bras, c'est la mort pour tous. Ou bien, ce sont des esclaves nés, ayant une mentalité d'esclaves, et qui ne se sentent pas la force morale de résister à un ordre reçu. Ce qui est certain, c'est que la plupart d'entre eux, 8 jours après notre arrivée à Seattle, s'enrôleront à bord d'autres bateaux en route pour le Cap Horn. C'est inconcevable. Marguerite prétend que le marin, une fois le danger passé, l'oublie instantanément. C'est également l'avis de M. Pike. Dès que nous aurons atteint le Pacifique et senti la caresse des alizés, l'équipage ne se souviendra plus qu'il vient de se battre avec le Horn. Voilà qui m'étonne. Et si réellement il en est ainsi, si tous ces miséreux ne voient pas l'avenir au-delà du jour qu'ils sont en train de vivre, alors ma foi. Ces êtres bornés sont bien à leur place, là où je les vois. Par-dessus tout, ce sont des lâches. La terreur stupide, la terreur animale, tel est leur lot. Il était 2 heures du matin, la nuit dernière. Dehors, M. Meller était de quart. Je ne dormais pas, et par un curieux hasard, je lisais La mentalité de l'homme primitif de Boa. Voilà soudain que j'entends, au-dessus de ma tête, des pas précipités. À ce moment, l'Elseneur était à la cape, bâbord à mur, sous une voilure très réduite. Je me demandais quel grave événement avait bien pu amener sur la dunette la bordée de quart, quand j'entendis un autre piétinement suivre précipitamment le même chemin. La seconde bordée, c'était clair, était venue rejoindre la première. Je n'entendais ni aller, ni hisser, et la pensée d'une mutinerie de l'équipage me traversa l'esprit. Puis ce fut le silence, et ne pouvant résister à ma curiosité croissante, j'enfilai mes bottes de mer, ma peau de mouton, mon ciré et mes moufles, coiffai mon surroi, et montai sur la dunette. Déjà, M. Pike m'avait précédé. Par ce temps exécrable, le capitaine West ne couche pas dans sa cabine. Prêt à intervenir à tout moment s'il est nécessaire, il dort dans la chambre des cartes. Il s'était levé lui aussi, et se tenait debout dans l'encadrement de la porte. La lumière intérieure de la pièce éclairait les figures apeurées des hommes. Tout l'équipage, à l'exception de Charles Davis, d'Andy Fay et de Mulligan Jacobs, était là.
Que se passe-t-il, monsieur Pike interrogea le capitaine West. Avant que le second eût le temps matériel de répondre, Bert Rhine ricana. Le diable est à bord, capitaine. Mais ce ricanement affecté dissimulait mal le trouble du forban, qui tentait en vain de paraître plus brave qu'il n'était. Larry était tellement terrifié qu'il grimaçait et grinçait des dents comme un singe devant une trique levée sur lui. Il jouait des coudes tant qu'il pouvait pour sortir de l'obscurité et venir se mettre sous la protection du rayon de lumière qu'émettait la chambre des cartes. Tony le Grec, tout aussi angoissé, marmottait de vagues prières et se signait sans arrêt. Les deux Italiens, Guido Bombini et Mike Cipriani, l'imitaient. Arthur Deacon tombait presque dans les pommes, ainsi que Chance, et tous deux s'arc-boutaient l'un à l'autre pour conserver leur équilibre. Bob, le jeune garçon trop grand et trop gras pour son âge, pleurait comme une fontaine, tandis qu'à l'unisson cette grande perche de Bory, dit l'échalas, tremblait et sanglotait à fendre l'âme. Tom Spink et le badaud maltais, les deux meilleurs marins du poste d'avant, tournaient eux aussi obstinément le dos aux ténèbres du pont et cherchaient insensiblement à se rapprocher de la lumière. Tous ces lâches me dégoûtaient plus que je ne puis dire. Ce ramassis de bêtes humaines, entassées sur la dunette oscillante, me soulevait le cœur. C'était, parmi les spectacles répugnants de ce monde, le plus ignoble qu'on pût voir. En vérité, si j'avais pour un instant été Dieu, j'aurais poussé au néant toute la bande, sans hésiter. Un seul, qui me faisait vraiment de la peine, aurait trouvé grâce devant moi. C'était le faune. Ses yeux anxieux luisants, baignés de larmes, se reportaient d'un visage à l'autre, dans l'espoir de comprendre. Sourd comme un pot, et ignorant le premier mot de ce qui se passait, il avait suivi la ruée vers la dunette, persuadé qu'il s'agissait d'un ordre reçu. J'observais M. Meller. Il se peut qu'il soit un assassin, et qu'en cette qualité il craigne M. Pike. Mais il n'a pas la frousse du surnaturel. Devant l'invasion de la dunette et la terreur de l'équipage, il n'avait pas jugé utile d'interrompre son quart pour aller demander aide et conseil au second et au capitaine West. Il se balançait en avant et en arrière, suivant le rythme des mouvements violents de l'Elseneur, et regardait la scène d'un œil ironique et amusé. « Et comment est-il fait, le diable ?» demanda le capitaine West à Bert Rhine. Le matelot ricana d'un air niais. « Réponds au capitaine !» gronda M. Pike. Une lueur meurtrière, à l'adresse du second, passa dans le regard du forban. Puis il se tourna vers le capitaine West. « J'en sais rien, capitaine, et je me suis bien gardé d'aller y regarder de près. Tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'il est de taille. »« Oui, capitaine, » intervint Bill Quigley. « Il a le tonnage d'une baleine et le gabarit d'un hippopotame. Je me suis trouvé face à face avec lui, sans le vouloir. Alors je me suis sauvé, aussi vite que j'ai pu. Il m'a couru après, et c'est tout juste s'il ne m'a pas attrapé. »« Parole, capitaine, » appuya Larry. « Ce qu'il dit, c'est la pure vérité. Quand ce démon a heurté le rouf central, on aurait dit l'appel du jugement dernier. »« Tu exagères un peu, » observa le capitaine West avec un sourire tranquille. Et, se tournant vers M. Pike, « Voulez-vous avoir l'obligeance de vous rendre à l'avant et d'interviewer ce diable ? Emparez-vous de lui, ficelez-le solidement, et j'irai lui rendre visite dès qu'il fera jour. »« Bien, capitaine, » répondit M. Pike. Et ces vers de Kipling vinrent sonner à mon oreille. Homme ou femme, diable ou Dieu, rien ne craignons, en aucun lieu. M. Pike se dirigea donc vers l'avant de l'Elseneur, à travers l'épaisse muraille de la nuit obscure que cinglaient les embruns. M. Meller et moi, nous le suivîmes. Pas un homme de l'équipage n'osa nous accompagner. Comme nous approchions du rouf central, nous reçûmes une douche. J'en frissonne encore, rien qu'en y pensant. Je m'étais habillé si hâtivement que l'eau s'infiltra par le col de mon ciré, qui n'était pas bien boutonné autour de mon cou, et que j'eus le corps entièrement trempé. Nous continuâmes notre chemin. Soudain, quelque chose fut jeté sur le pont et vint heurter la cloison extérieure du rouf, avec un vacarme épouvantable. « Tiens, tiens !» s'exclama M. Pike. « C'est le diable qui s'amuse. » Et il tenta de reconnaître l'objet à l'aide de sa lampe électrique. Le rayon lumineux balaya l'eau sombre aux blanches écumes qui tourbillonnaient dans nos jambes. « Le voici. Il est là !»
hurla-t-il. Mais juste à ce moment, l'Elseneur piqua du nez et plongea dans un gouffre. Nous nous cramponnâmes tous trois où nous pûmes, en nous courbant sous le déluge qui suivit. Alors que nous en émergions, nous entendîmes de nouveau un formidable coup de bélier qui frappait le tillac. Et tandis que la proue se redressait, je revis, sous le pinceau de lumière que promenait M. Pike, une vague masse noire qui roulait sur le pont, au gré du tangage et du roulis. M. Pike et M. Meller s'élancèrent, et tandis que l'Elseneur piquait de nouveau du nez, l'objet mystérieux fonça sur eux. Ils firent un bond de côté pour n'être pas écrasés. Un paquet de mer s'abattit sur moi, et je perdis de vue les deux hommes. Mais M. Pike s'acharnait. Il parvint à attraper la chose diabolique et à l'entourer d'un bout de cordage. M. Meller vint à la rescousse. Je m'avançai pour observer de près ce dont il s'agissait. Et sous la lampe électrique apparut une énorme barrique, toute couverte d'algues et d'anatifs. « Il y a bien 40 ans que flotte ce tonneau, » jugea M. Pike. « Regardez-moi la longueur de ces algues et la taille des anatifs. »« Il est plein, » observa M. Meller. « Comme il est en chaîne, il a résisté. Et j'espère bien que ce n'est pas de l'eau qu'il y a dedans. » Je commis l'imprudence de vouloir aider les deux hommes à caler plus solidement leur capture. Mais malgré mes moufles, je me coupais la main assez profondément au bord tranchant d'une coquille brisée. À mon avis, il doit contenir de l'alcool. Et sans doute excellent, approuva M. Pike. Nous serons fixés au cours de la matinée. Ce n'est vraiment pas le moment de le mettre en Perse. Je demandai. D'où peut-il bien venir? Il est la proie des flots depuis des années et des années, M. Pathurst. Une vague nous en a fait cadeau. Et son contenu a dû se bonifier avec le temps, conclut M. Meller avec un claquement de langue. Je poussai jusqu'au poste de l'équipage dont les hommes avaient, dans leur fuite affolée, oublié de fermer la porte. L'endroit, qu'éclairait seule une petite lampe fumeuse pendue au plafond, était sinistre. J'avais de l'eau jusqu'à mes jambes. Un homme des cavernes n'aurait pas voulu, j'en suis certain, d'un pareil gîte. Dans une des couchettes supérieures, Andy Fay, couché sur le côté, me regardait tranquillement de ses yeux bleus remplis d'amertume. Mulligan Jacobs était assis sur une table grossière, fabriquée de lourdes planches graisseuses et mal rabotées. Il tirait des bouffées de sa pipe, et ses pieds bottés se balançaient dans l'eau. Quand il me vit, il me montra des livres en loques, des pages détachées, à l'état de bouillie, qui flottaient çà et là. « Monsieur Pathurst, me dit-il, voilà ce qui me reste de ma bibliothèque. Ça, c'est mon Byron. Ça, c'est Émile Zola, Browning, Carlyle, et un fragment de Shakespeare. Quelle misère! » À ce moment, l'Elseneur se coucha sur tribord et toute l'eau du poste se déversa dehors, en m'entraînant avec elle. Je roulais dans tous les sens. Quand je fus remis sur pied, je commençai par recracher le bouillon que j'avais absorbé, et tout étourdi encore, je regagnai l'arrière. Chemin faisant, je croisai l'équipage qui, rassuré, se décidait à réintégrer ses pénates. Je descendis vivement dans ma cabine afin de me sécher et de me réchauffer par une bonne friction avant de m'étendre un peu sur mon lit. Je repris, à la page où je l'avais laissé, la mentalité de l'homme primitif. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé quand, au-dessus de ma tête, le piétinement anormal recommença. Je tendis l'oreille. C'était la même course effrénée qui se répétait. Je me rhabillai et remontai sur la dunette. L'équipage y était de nouveau rassemblé. Plus excités encore que la première fois, les hommes discutaient et criaient tous à la fois. « Fermez vos gueules !» beugla M. Pike, au moment où j'arrivais. « Un seul à la fois, et expliquez posément l'affaire au capitaine. »« Capitaine, » annonça Tom Spink, « ce coup-ci, ce n'est pas d'un tonneau qu'il s'agit. Ça marche comme vous et moi, ça a bras et jambes. Et si ce n'est pas une incarnation de Satan, c'est sans aucun doute le fantôme d'un noyé qui est venu nous rendre visite. J'ai vu l'homme très distinctement. Enfin, l'homme ou le fantôme. »« Ils sont deux, capitaine, » interrompit Richard Giller. « Celui que j'ai vu, » continua Tom Spink, « ressemble comme un frère à Petro Marinkovitch, vous savez, celui qui a récemment passé par-dessus bord. »« Et l'autre était Jesperson, »
compléta Giller. Je les ai vus tous les deux comme je vous vois. C'est pas vrai, capitaine, rectifia Nosy Murphy. Ils étaient 3, et le troisième était O'Sullivan. Ce ne sont pas des diables, mais bel et bien des êtres humains disparus que nous a renvoyés la mer. Ils ont passé par-dessus le tillac, avec la vague qui les apportait, puis ils se sont mis debout et ont marché vers nous lentement et en titubant, comme s'ils étaient ivres. C'est Sorenson qui a aperçu le premier. Il m'a attrapé par le bras pour me le montrer sans rien dire, et je l'ai vu, puis les 2 autres également. Tout l'équipage a rappliqué pour voir les 3 fantômes dont je vous parle, capitaine. Ça a été ensuite une débandade générale. Ils sont peut-être plus de 3, ça je n'en sais rien. Je me suis débiné comme les autres, sans demander mon reste. D'un geste, le capitaine West arrêta ce flot de paroles. « Monsieur Pike, dit-il avec ennui, voulez-vous, une fois de plus, tirer ça au clair ?»« Oui, capitaine, répondit le second. Et se tournant vers les hommes, « Venez tous avec moi, vous m'aiderez à ligoter les 3 nouveaux diables. » Mais personne ne s'avança. Les plus trouillards reculèrent même d'effroi. « Bon sang de bois !» grommela M. Pike. Il n'acheva pas la phrase commencée, mais pivotant brusquement sur ses talons, il se mit en route. Comme précédemment, M. Meller et moi nous lui emboîtâmes le pas, aussi copieusement douchés que lors de notre première excursion. Mais ni le pont, où continuait à tourbillonner l'eau blanche et noire, ni dans le gréement où le vent rugissait, ni sur le tillac où s'écrasaient les paquets de mer dans un bruit de tonnerre, la lampe électrique de M. Pike ne put rien découvrir. « Je parie, dit en riant M. Meller, que les 3 fantômes ont profité de ce qu'on les a laissés seuls pour aller déguster l'alcool du fameux tonneau. » Mais le tonneau était toujours à la même place, où nous l'avions amarré, avec sa longue chevelure d'algues et ses chapelets d'un natif d'une taille surprenante, dont certains avaient le diamètre d'une grosse pomme. « Ils ne sont pas ici, déclara M. Pike. Ils auront sans doute été tout prosaïquement se mettre à l'abri dans le poste de l'équipage. » Avançant de notre mieux parmi les paquets de mer, nous nous y rendîmes. M. Pike ouvrit en grand la porte et l'éclair de sa lampe, qu'il dirigeait droit devant lui, parut engloutir la morne lueur du quinquet fumeux pendu au plafond de la pièce. Les 3 spectres étaient bien là. Nosy Murphy avait dit la vérité. Ils étaient 3. Dans cette pièce basse de plafond, garnie de 2 rangées superposées de couchettes et saturée de l'odeur nauséabonde de ses 30 occupants, malgré le lavage perpétuel opéré par la mer, 3 hommes ensanglantés, d'une taille plutôt inférieure à la moyenne, se tenaient debout côte à côte, en costume de mer. Bien plantés sur leurs jambes, ils suivaient le rythme du balancement de l'Elseneur. Andy Fay, toujours dans une des couchettes supérieures, était étendu sur le côté et regardait fixement les intrus. Sur la table, Mulligan Jacobs était également assis, ses jambes pendantes dans l'eau, et observait d'un air grave les 3 énigmes vivantes. Ce n'étaient assurément ni des Méditerranéens, ni des Scandinaves. Ils ne pouvaient se classer ni parmi les mulâtres, ni parmi les noirs, ni parmi les jaunes. Sous la patine bronzée du soleil et le hâle de la mer, leur peau était manifestement blanche. Leurs cheveux collés par l'eau de mer n'étaient ni bruns, ni blonds, ils paraissaient incolores. Lorsqu'on y regardait de plus près, leur ton tirait sur celui du sable. Leurs yeux n'étaient ni bleus, ni gris, ni noirs, ni pairs. Ils étaient jaunes comme des topazes, ronds comme des yeux de chat, et nous regardaient d'un air ahuri. On aurait dit des somnambules mal réveillés que la tempête nous avait expédiés. Ils ne firent aucun mouvement, aucun geste. Ils n'eurent pas à notre adresse un sourire de bienvenue. Immobiles, ils se contentaient de nous observer de leurs yeux couleur topaze. Andy Fay rompit le silence le premier. « Une nuit infernale !» gémit-il d'une voix plaintive. « Pas moyen de fermer l'œil avec ces tours pendables du démon. »« Mais bon Dieu, d'où arrivent-ils ces oiseaux-là » grommela Mulligan Jacobs avec une sourde colère. « Est-ce que c'est un temps à venir rendre visite aux gens ?»« Tu as une langue, j'imagine, » grogna M. Pike. « Demande-leur toi-même d'où ils sortent. »« Bien sûr, j'ai une langue, » riposta Mulligan Jacobs. « Une langue pour vous dire que vous n'êtes qu'une vieille brute. » Mais ce n'était pas le moment de reprendre, entre Mulligan Jacobs et le second, leur éternelle querelle.
Monsieur Pike fit semblant de n'avoir pas entendu. Et se tournant vers les nouveaux venus toujours plongés dans leurs rêves, il les interrogea en un baragouin incompréhensible, fait de mots plus ou moins estropiés, empruntés à une douzaine d'idiomes différents, dont tout anglo-saxon errant par le monde a eu l'occasion de s'enrichir la mémoire. Enrichir. C'est une façon de parler, dans le cas de M. Pike, qui n'a certainement pas le don des langues étrangères. Pas de réponse. Pas le moindre hochement de tête. Les trois hommes, d'allure sympathique au demeurant, semblaient empaillés. Et ils étaient bien des hommes, comme le prouvait le sang qui continuait à couler de leurs blessures et maculait leurs vêtements. Ce sont des Hollandais, conclut M. Pike d'un ton méprisant. Les connaissances ethniques de M. Pike sont sommaires. En dehors des anglo-saxons, sa propre race, il n'en connaît que trois autres, les Noirs, les Méditerranéens et les Hollandais. D'un geste, il les invita à prendre place chacun dans une couchette. Les trois hommes échangèrent entre eux un regard satisfait, grimpèrent tranquillement dans trois couchettes supérieures, et leurs yeux se fermèrent. Une demi-minute ne s'était pas écoulée, j'en jurerais, qu'ils dormaient déjà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les mutinées de l'Elseneur de Jack London. C'est peut-être bien le 5e ou 6e vlog lecture, dimanche. Il restera deux dimanches après celui-là, parce que là on est page 233 sur 313. Je crois que j'ai lu pas mal. On a lu là de la page 188 à la page 232. Donc c'est quand même assez énorme. 198, 208, 218... 228. On a lu 44 pages et là il en reste 60. Donc 233. Il en reste 80. Donc ça se fera 40 pages chacun. Un truc comme ça. 40 pages les deux fois. Donc ça va être un poil plus court après. Je vais commencer par vous dire On avait quelques notes de bas de page qui concernaient du vocabulaire spécifique. Voilà, Monsieur Pike déversa sur lui, donc c'est sur Mulligan Jacobs, un torrent de menaces terribles et d'injures que je n'oserais pas reproduire. Et de nouveau, il lui demanda ce qu'il faisait là. J'ai oublié ma chic, la dernière fois que je suis venu ici, lover les drisses, dit le gnome. Donc, lover, c'est un terme de marine qui équivaut à rouler. Donc, je pense que les drisses, ça doit être des voiles. Rouler des voiles, en gros. Les drisses, je m'en souviens plus. Hein. Moi, il y a le vocabulaire maritime comme ça, je suis pas très fortiche. On comprend grosso merdo que il galère quand même beaucoup. Le trou de chat. C'est quand Marguerite et Monsieur Pathurst, je sais pas comment il s'appelle, c'est quoi son prénom. Donc quand Marguerite et Monsieur Pathurst sont mis à monter dans les mâts, à un moment, je ne voudrais pas vous vexer, mais dans des ascensions de ce genre, j'ai vu plus d'un terrien sentir la tête lui tourner. Donc elle continue. D'autant plus qu'il n'y a pas dans nos hunes de trous de chat par où passer. Les hunes sont de petites plateformes qui font saillie sur les mâts. Donc à mon avis, c'est ces petites plateformes pour se reposer peut-être entre deux grimpettes, ou peut-être pour observer où est-ce qu'on va, etc., les récifs, etc. Je ne suis pas certaine que ce soit l'endroit où est la vigie. Si vous avez en tête les navires pirates dans Astérix et Obélix, il y a la vigie noire qui prévient qu'il y a les gogolois. Et donc à chaque fois le pirate il perce son bateau parce que c'est mieux de couler que de rencontrer les Gaulois. Donc les hunes sont les petites plateformes qui font saillie sur les mâts. Dans le plancher de certaines d'entre elles est pratiquée une ouverture, dit trou de chat, par où on peut s'introduire. Sachez-le, c'est la chatière des hunes. Henri, le jeune pilotin, fait peine à voir. Ses capacités l'élèvent visiblement au-dessus de la racaille qui l'entoure. Il est presque de ma race et sera un jour un bon second comme M. Pike. Donc on donne le nom de pilotin aux apprentis officiers de la marine marchande. Donc c'est plutôt un petit qui est sans doute un petit peu instruit. Ensuite, quand ils ont récupéré le tonneau, on parle d'anatif, si je ne me trompe pas.
Donc le tonneau, il est recouvert d'algues et d'anatifs. Donc les anatifs, c'est un genre de crustacés qui vivent dans la mer, fixés souvent en quantités innombrables sur les bois flottants. Ça ne me disait rien du tout. Moi, je connais les berniques, en gros, enfin les trucs qui poussent sur les tortues ou des trucs comme ça. On a donc, bon, le truc assez habituel, c'est qu'ils sont autour du Cap Horn, donc c'est un peu la galère. Ils n'arrivent pas à passer, donc le bateau a été rejeté en arrière plus loin que ce qu'il avait avancé. Donc là, on est vraiment tout en bas du Chili et Patagonie, tout ça. Patagonie, c'est pas le Chili, c'est, je sais plus, le pays à côté. On est vraiment tout en bas de l'Amérique du Sud. Et donc, ils galèrent à passer. Là, j'ai l'impression qu'ils ont passé quand même. Donc, ça fait une petite trotte depuis Baltimore, mais c'était intéressant quand... Je sais plus si c'était Pike ou Monsieur Meller qui avait dit à Pat Hearst que, en fait, ils devaient aller de l'Atlantique dans le Pacifique. Ils ont galéré, ils n'ont pas réussi à passer le Cap Horn. Du coup, il est remonté jusque tout là-haut pour faire le passage. J'avais lu une note qui disait que, en fait, le passage, c'est pas le golfe du Bering. Enfin, un passage du Nord, en fait, n'existait pas encore à l'époque où London a écrit l'histoire. Et que du coup, ils ont dû y aller un peu comme des bœufs. Ah, j'avais oublié une note de bas de page aussi. Donc, il y avait les unes, le trou de chat. Les enfléchures sont les échelons en corde disposés entre les haubans. Donc, les échelles de corde. Voilà. L'ouverture à la navigation du canal de Panama ne remonte qu'à 1914. Donc c'est peut-être arrivé à peu près à l'époque de l'écriture, enfin un peu après l'époque de l'écriture de ce livre-là. Mais je vous avoue que depuis qu'on annonce des mutinées, depuis qu'on sait aussi que Meller il est pas clair et que si, comment dire, Pike apprend qui il est, ça va virer en cacahuète. Je m'attends en fait à ce qu'il y ait cette mutinerie et j'y ai vraiment cru quand il y a eu l'histoire du bruit qu'ils avaient entendu et tout le monde qui est sorti. Je reviendrai après sur le passage avec Marguerite que j'ai trouvé sympa ma foi. Mais ce passage-là de fausse, c'est un hareng rouge en fait. Parce que le terme de mutinerie a été utilisé par le narrateur. Et si vous voulez, il y a déjà le nom, c'est quand même un putain de foreshadowing. Donc il y a plein d'indices là qui disent que on va finir par une mutinerie, ça va être une galère et tout ça. Et là, il y a 2 fois dans le même chapitre, dans le dernier, le 28, qui était très long, 2 fois dans le même chapitre, il y a oulala, il va se... on entend plein de bruit, il y a tout l'équipage qui est là, il demande à voir le capitaine qui ne parle même pas il parle à peine à son équipage en dehors de Monsieur Pike. Il craint, je trouve, hein. Ça va pas du tout. Hein. En termes de gestion de population, il est pas bon du tout. Hein. Et le coup du tonneau et ensuite des 3 Hollandais, j'ai trouvé ça assez drôle quelque part. Mais je me suis demandé à un moment, est-ce qu'ils sont pas tous en train d'halluciner parce qu'ils sont crevés, qui sont peut-être s'ils sont tout le temps trempés, ils sont peut-être malades, ils ont de la fièvre. Est-ce qu'ils hallucinent en fait? Est-ce que c'est possible que ce soit une hallucination collective parce que trop de stress, etc. Parce que des fois ça peut arriver quand on est bien crevé, les histoires de dames blanches, tout ça. Mais je pense que des fois, quand on est vraiment bien fatigué, pas dans un état complètement normal, on peut commencer un petit peu à dérailler parce que on subit plein de stress, parce que la fatigue c'est un stress, parce que être malade aussi ça stresse le corps, hein, avoir de la fièvre, etc. Et donc je pense que des fois les hallucinations c'est l'esprit qui déraille. Peut-être que c'est l'esprit qui essaye d'envoyer des trucs pour distraire. Je ne sais pas exactement comment ça marche une hallucination quand on est malade et stressé, et fatigué, mais clairement regardez un petit peu les études qui ont existé sur les gens qui sont privés de sommeil, mais volontairement.
ça nous arrive de temps en temps de faire une nuit blanche parce qu'on fait la fête, parce qu'on a un gros stress et puis on a eu... et je sais pas vous, moi, j'en fais pas beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment fatigant de... Enfin, c'est pas facile de rattraper un rythme à peu près correct. Parce que quand on dort pas une nuit, moi en général c'est le 17-18 heures après la nuit où là, il y a des chances que je roupille jusqu'au lendemain. J'en ai pas fait beaucoup, hein. Des nuits blanches, j'en ai fait quelques-unes parce que, en général, c'était des contextes festifs ou des choses comme ça. Et bref, il y a eu des études qui ont été faites sur des privations de sommeil et les conséquences sur un plan physique, psychologique, etc. Et parce que des privations de sommeil, c'est aussi utilisé dans des contextes de torture, hein, pour faire parler les gens. Euh, Privation sensorielle aussi, etc. Bon là, on n'est pas sur de la privation sensorielle parce qu'ils savent quand il fait jour, quand il fait nuit, même si ça commence, ils se rapprochent vraiment, ils sont très 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 au sud, donc la longueur du jour et la longueur de la nuit, ça doit pas être très comme ils ont l'habitude de vivre à Baltimore évidemment, mais je me suis demandé en fait s'ils étaient pas un petit peu en train de tous halluciner. Enfin, l'équipage, hein, où se montait le bourrichon, il y en a qui commencent à avoir des choses et ils se montent le bourrichon, etc. Et quand en fait il y a Pike et Pathurst qui voient les trois gars, je me suis dit mais c'était quoi ce truc? Et en fait, non, ils ont bien repêché des gens. Donc je pense que c'est des gens qui devaient être plus ou moins accrochés ou attachés au tonneau qu'ils ont remonté. Et à un moment, quand il y a vu la description du tonneau, je me suis demandé s'ils n'avaient pas chopé un morse. Donc je me demandais si... je sais pas. Je me demandais si c'était un animal marin qui avait été balancé sur le bateau. Ça peut arriver, hein. Comme il y a pas mal de bouillon, etc. Peut-être un animal mort, parce que ça peut arriver, des énormes bêtes marines qui remontent quand elles sont mortes, qui remontent à la surface. Mais du coup, il y aurait eu des signes, parce qu'à mon avis, ça pue. Surtout des cadavres qui sont dans de la flotte, quoi. Ça doit schlinguer à mort. Mais donc, non, ils ont repêché des marins hollandais. Donc, est-ce que ça serait pas des marins du bateau allemand qu'ils avaient trouvé et que Pike, qui baragouine deux trois mots en dehors de l'anglais, aurait dit c'est des Hollandais, mais c'est peut-être des Allemands en fait, parce que c'est un bateau allemand. Ou alors ils se sont plantés. Enfin bref, c'était assez étonnant. Mais peut-être que du coup, en récupérant ces marins hollandais, ils vont... Si c'est vraiment des marins, ils sont compétents, donc peut-être que le temps de se requinquer, ça peut permettre d'avoir des gens compétents dans l'équipe de bras cassés, même s'ils vont pas parler la langue. Mais c'était bizarre leur description, là, qu'ils étaient tout pâles, qu'ils avaient les yeux jaunes. C'était assez étrange. Donc est-ce que c'est pas le fait d'être restés trempés beaucoup dans l'eau qui ont fait qu'ils ont un peu pâli, l'eau de mer enfin je sais pas, où ils sont tous pas réveillés, c'était trop bizarre. On va voir s'ils ont pas disparu dans la nuit, on verra. Donc ils se sont bien mis tout en haut, ils sont pas cons, mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. Puis le fait qu'ils se soient endormis dans les 30 secondes, c'est vraiment signe ils ont dû vraiment batailler pour survivre. Donc peut-être que là, ils devraient ouvrir un petit peu l'œil pour voir s'il n'y a pas d'autres naufragés. Parce que normalement, c'est une tradition des gens de mer, c'est que si on repère, si les gens de mer repèrent un bateau qui est en avarie ou s'il y a un appel à l'aide, etc., ils y vont en fait. Ils y vont. Ce qui est un peu normal. Ce qui est censé être normal, là je fais une petite référence au bateau en Méditerranée. Au secours. Voilà. Quoi d'autre? Le petit rapprochement de Pathurst et Marguerite, je le trouve assez mignon. Et je trouve que ce sont des personnages qui, petit à petit, deviennent plus sympathiques à mes yeux. Et ça partait vraiment de loin, surtout pour Pathurst. Marguerite aussi un petit peu, Miss West. Mais là, je trouve ça assez mignon. Et je trouve que Pathurst, il devient de plus en plus en fait sympathique parce qu'il évolue.
Même si je trouve... Enfin, il fait moins touriste. Il sert pas à grand chose toujours, hein. Il fait pas grand chose, mais je crois que le fait qu'il soit peut-être pas H24 vautré dans sa couchette à vomir tripes et boyaux, il a peut-être commencé à gagner des galons auprès de l'équipage aussi et de Miss West. Parce que j'ai trouvé ça en fait, j'ai aimé leur scène là où ils sont partis, allez, on va aller grimper dans les mâts et tout ça. J'ai trouvé ça assez étonnant. Et je trouve qu'en fait, ouais, Pat Hearst, il gagne sa place à la fois auprès de l'équipage, mais aussi auprès peut-être de Miss West, de Pike, de Meller. Auprès de Meller parce il a pas dévoilé le secret. Auprès de Pike parce que même s'il est toujours plus ou moins dans les pattes, il n'est pas non plus à se foutre en difficulté et à devoir être sauvé par exemple. Là j'ai l'impression qu'il pourrait commencer à mettre la main à la pâte, même si c'est pas forcément quoi faire, mais je pense qu'ils peuvent lui demander maintenant, hein, même s'il faut lui expliquer quoi. Mais je pense qu'il peut. Bah j'aime bien. On n'a toujours pas de mutinerie, il reste 80 pages. Si j'ai bien calculé, parce que moi je suis nulle en calcul. Je revérifie. On est de la page 233 et il y en a 313, donc ouais, il reste 40 pages. Et donc les deux dernières vidéos, ça sera, elles seront équivalentes si vous voulez. On tombe à peu près sur 40-40 au niveau du découpage. Bah j'aime bien, j'aime bien. Bon après c'était pas une tannée non plus à lire avant, hein. J'aime bien comment London il raconte son histoire. Et j'aime bien comment toutes les descriptions de la mer et compagnie, ça s'inclut, enfin toutes les manœuvres, etc. Ça s'inclut dans l'histoire, toutes les histoires qui ont lieu à bord. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ma foi. J'aime bien. Mais j'aime bien London. Donc je sais pas si on va aller dans du sombre. Là j'ai l'impression qu'ils ont dépassé le Cap Horn. Euh... Est-ce que les mutinés de l'Elseneur c'est juste parce que c'est un équipage de sales cons? Peut-être. Est-ce que je serais déçue si c'était le cas et qu'il n'y avait pas de mutinerie? Bah je sais pas. J'ai moins d'attentes en fait. J'ai l'impression en fait que la menace de la mutinerie, elle s'en va. Surtout depuis qu'il y a eu... Alors c'était une technique du hareng rouge en fait. J'avais pas été jusqu'au bout. Le hareng rouge, je crois que ça vient de... C'est Red hareng en anglais, je sais plus comment on dit. C'est le fait de donner des indices mais qui sont faux. Parce que vous avez fait un foreshadowing qui dit qu'il va se passer quelque chose. Ensuite, vous mettez d'autres indices qui vous orientent vers... enfin, là, moi, j'ai clairement pensé, tiens, ça y est, la mutinerie, elle va éclater. Et en fait, ah ben non, on a pêché un tonneau, et ah ben non, on a pêché 3 Hollandais. Peut-être 3 Allemands, je sais pas. Mais... Donc là, c'était... ça peut être, par exemple, en polar... s'il y a tout un faisceau d'indices qui dit que c'est le colonel Moutarde dans la cuisine avec le chandelier, vous allez avoir quelques autres faisceaux d'indices qui vont dire que non, c'était pas le chandelier, c'était l'arme à feu et dans la cuisine. Je sais plus ce que j'avais dit avant, mais bon, vous avez compris. Et en fait, c'est quelque chose pour perdre le lecteur, pour l'égarer un petit peu. Et ma foi, bien, bien, je trouve Jack là, bien, bien, bien. Je vais m'arrêter là. Mercredi, je ferai soit une vidéo sur les zombies, parce que j'avais lu quelques bouquins il y a quelques années et que c'est une thématique que j'aime bien et que j'ai vu quelques séries et films, mais bon, ça remonte un petit peu. Donc, faudrait que je l'écrive un peu cette vidéo. Soit je fais une vidéo si j'arrive à me chauffer parce que nous sommes... si d'ici mardi, j'arrive à lire 5 livres de Chrétien de Troyes, ils sont pas gros, honnêtement. Bah, peut-être que je vous ferai une vidéo sur tous les bouquins de Chrétien de Troyes. Peut-être que je vous en ferai 2 aussi parce qu'il y en a quand même 5. Et comme ça, je peux faire une partie biographie, un bouquin numéro 1, bouquin numéro 2, vidéo numéro 2, bouquin numéro 3, numéro 4 et numéro 5. On verra. Je vous souhaite un très bon dimanche. Passez un très bon dimanche. Lisez tout plein, rêvez tout grand. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des mutinés de l'Elseneur.
Donc pour rappel, après, au mois de décembre, oui, ça sera ça. Ça sera Shirley de Charlotte Brontë. Pour le moment, j'en ai enregistré, j'en ai programmé 2, mais j'en ai enregistré un troisième qui sera mis. Je crois que je me suis plantée dans mes dates d'ailleurs. Donc voilà, je m'arrête là. Il est peut-être possible que je commence pas tout de suite les contes au mois de décembre parce que je suis... En fait, il faut que je me mette vraiment à de l'écriture là. Donc, je vais peut-être pas faire de contes au mois de décembre. Peut-être. J'ai entendu un truc aigu, mais j'entends pas bien donc. Est-ce que c'est un autre acouphène? À tout bientôt. Salut.